Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Raphaël Leblond, le directeur France du courtier WH Self Invest et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une présentation pédagogique pour parler ensemble des futurs. Donc si vous ne savez pas en quoi ça consiste, quel est ce produit, mais en tout cas surtout comment l'utiliser et les informations les plus importantes à connaître avant de négocier les futurs, ce webinaire il est réservé pour les personnes qui souhaitent découvrir cet instrument, mais également pour celles et ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, qui ont déjà tradé sur les futurs, que ce soit en compte propre ou en profit, parce qu'il y a plein d'informations, je suis sûr que vous allez apprendre ce soir et qui peuvent être pertinentes dans votre manière de trader. Donc on va, vous verrez, il y aura quelques quiz, donc soyez bien attentifs et surtout préparez-vous à donner des réponses sur le chat et surtout n'hésitez pas à me solliciter, à m'arrêter quand vous avez des questions, quand vous n'avez pas bien compris. Donc, démarrons par ce qu'il y a de plus basique. Qu'est-ce que c'est les futurs? Alors, les futurs, c'est un produit dérivé qui vous permet de négocier sur un sous-jacent. Ok? Ne pas oublier ça. Quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, eh bien, voilà la définition basique de Self-Invest. C'est quoi un sous-jacent? Sous-jacent, c'est tout simplement le marché des devises, qu'on appelle Forex, les indices boursiers, les métaux, les obligations, les crypto-monnaies et les matières premières. Dans les obligations, je parle des taux, notamment taux américains, le T-note, le Bund allemand, voilà, c'est ça les taux. OK. Les futurs, c'est à mettre en opposition au contrat qu'on appelle forward. OK. Donc, les deux contrats, enfin les deux produits financiers permettent donc d'investir sur les sous-jacents ici que vous voyez. Le forward, lui, c'est un contrat unique entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que vous avez un vendeur, vous voulez acheter une paire de devises, vous voulez acheter un indice boursier, une crypto-monnaie, sur le contrat forward, qu'on appelle forward, eh bien vous vous entendez avec le vendeur sur toutes les spécificités du contrat. C'est ce que vous retrouvez dans les CFD, par exemple. Le forward, c'est un produit qu'on appelle OTC ou de gré à gré. Alors que le futur, lui, c'est un contrat qui est standardisé par la bourse, donc l'intermédiaire. Donc, lorsque vous souhaitez trader de l'euro-dollar ou du DAX, eh bien, c'est la bourse qui propose cet instrument qui va vous imposer toutes les conditions, à savoir toutes les spécificités, la taille du contrat, l'échéance, etc. et toutes les spécificités qu'on va voir juste après. Alors, spécificité du contrat. Alors, ce que vous avez compris, c'est que c'était un contrat qu'on appelait un contrat standardisé. C'est-à-dire que c'est standardisé sur le sous-jacent, toujours le même sous-jacent, standardisé au niveau de la quantité, au niveau de délai de livraison et aussi le lieu de la livraison. Ok, ce sont voilà les spécificités. Chaque trader a les mêmes spécificités. Il négocie sous les mêmes conditions. Ce qui permet de faciliter évidemment les échanges. Il n'y a pas de négociation particulière à faire entre l'acheteur et le vendeur parce que tout le contrat il est déjà standard. Ce qui est, on imagine, enfin on trouve ça peut-être aujourd'hui logique, mais il y a quelques années, ça l'était beaucoup moins. Il n'y avait rien qui était standardisé et donc c'était beaucoup plus fouillis. Et donc la standardisation des contrats par la bourse a permis de faciliter énormément de choses et pas juste les échanges entre spéculateurs comme vous et moi, mais aussi entre producteurs, entre acheteurs pour du physique, etc. Donc
Là, je vous donne l'exemple. 10 barils de pétrole à délivrer en mars, la valeur en dollars de 62 500 pounds au mois de décembre. Vous voyez, ça, c'est les spécificités. C'est-à-dire que baril de pétrole, c'est le sous-jacent. 10 barils, c'est la quantité. Le délai de livraison, c'est mars. Puis le livraison, bon, ça, ce sera décidé après. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que ça ne nous concerne pas du tout. Alors, donc, qui crée les contrats? Eh bien, vous voyez ici, ce sont les bourses ou ce qu'on appelle en anglais les exchanges. Donc, vous avez parmi les plus connus le CME, l'Eurex, l'ICE, Euronext et le CBOE. Voilà, ça, c'est les principales places boursières où vous pouvez donc négocier les futurs. Mais revenons un petit peu dans l'histoire. L'histoire, c'est qu'au 19e siècle, eh bien, à cette époque, vous aviez des paysans, agriculteurs, qui produisaient une matière première comme le blé et ensuite vendaient à des supermarchés, enfin, voilà, à des acheteurs. Et donc, le problème, c'est qu'il y avait des prix qui fluctuaient entre le moment où la récolte se faisait et le moment où il y avait une vente. Imaginez par exemple, vous êtes un agriculteur, vous avez semé votre blé en mars. En mars, le blé cote, je ne sais pas, 100 $, et au moment où il peut vendre la récolte, eh bien, ça peut être par exemple en juin. Et donc, si en juin, le prix est passé de 100 $ en mars à 70 $ en juin, eh bien, l'agriculteur a perdu 30 $ sur chaque, vous voyez, sur chaque récolte, on va dire. Donc, c'est une vraie problématique et ça a posé des grosses difficultés à l'origine à ces paysans, mais aussi aux acheteurs qui ne savaient pas trop se positionner et qui devaient gérer en fait le risque de fluctuation du prix des matières premières. Et donc, est né le Chicago Board of Trade, le CBOT, à Chicago, qui a assuré le premier contrat futur, donc qui a été négocié en 1865 pour justement assurer un prix et une date connue à l'avance. Ainsi, si le prix baissait, eh bien, l'acheteur donc achetait à un prix plus intéressant, mais le vendeur, lui, eh bien, il se couvrait donc sur le marché des futurs en faisant une position de vente à découvert, une position short. De cette manière, eh bien, si le prix du blé baisse, eh bien, lui, il perd sur la valeur physique, mais il gagne sur le marché des futurs. C'est comme ça que l'agriculteur peut à l'avance savoir quel prix il va vendre sa marchandise, en tout cas quel résultat ça va donner à la fin. Ok. Voilà tout l'intérêt premier du marché des futurs. Voilà, donc les futurs, c'est un marché centralisé. Vous avez un acheteur et un vendeur qui se mettent d'accord pour acheter un contrat spécifique. Au niveau des intervenants, vous avez donc plein d'acheteurs, plein de vendeurs sur les marchés. Vous avez une place centrale où se négocient tous les contrats. Et parmi les gros intervenants, vous avez évidemment les traders individuels, vous et moi. Vous avez les propres firmes. Alors, les propres firmes, ce ne sont pas les propres firmes qu'on entend parler aujourd'hui, ce sont les vraies propres firmes. Les hedge funds et les market makers. On va regarder ensemble donc les quatre catégories d'investisseurs. Alors, le trader individuel, bon, bah, vous le connaissez bien puisque ça parle de vous. Il faut comprendre que depuis quelques années, peut-être une vingtaine d'années, grâce à Internet, vous avez un accès donc assez simplifié au marché des futurs. Et donc, en quelques clics, vous pouvez maintenant passer des ordres, chose qui était beaucoup plus difficile auparavant, où il fallait téléphoner, où il fallait se rendre en physique à la criée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et donc, le trader individuel, lui, a pour objectif donc de spéculer sur le marché, donc de gagner sur des petites variations de cours.
les propres firmes, donc ce sont des traders individuels qui négocient avec les fonds des firmes, comme toute propre firme, sauf que là, il le fait de manière réelle. Les propres firmes aujourd'hui, tout est virtuel, donc il n'y a rien qui est vraiment investi sur les marchés. Mais dans les vraies propres firmes, eh bien, vous négociez avec des fonds dont vous ne disposez pas. C'est la propre firme qui vous confie ces fonds-là. Et donc là, vous pouvez donc négocier avec un capital qui est largement supérieur à celui que vous utilisez pour investir. Donc ça a un impact assez important sur les marchés. Les hedge funds, donc c'est certainement l'institution qui a le plus de volume sur le marché des futurs. Il a des tas de stratégies pour maximiser ses rendements. Il utilise également les futurs pour se couvrir contre le risque. S'il est exposé, par exemple, au marché des actions, il va utiliser les futurs pour shorter les indices et se couvrir d'une potentielle baisse plutôt que de clôturer ses positions actions. Et ça, typiquement, il y a plein d'investisseurs aussi individuels qui font ça. Vous avez un PEA avec plein d'actions. Vous ne voulez pas vendre vos actions parce que vous faites du long terme, vous voulez toucher des dividendes, mais vous voulez vous couvrir contre le risque. Vous voyez, les marchés en ce moment, ils sont en train de baisser. Et donc, faire de la vente à découvert sur le futur CAC 40, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, donc vous n'avez pas que les hedge funds qui font de la couverture de risque, vous avez également aussi des traders particuliers. Et enfin, les market makers, donc c'est assez intéressant. Les market makers sont des institutions financières qui fournissent de la liquidité au marché. En fait, ils facilitent les échanges quand vous souhaitez acheter ou vendre n'importe quel instrument. S'il n'y a pas de réelle contrepartie, vous avez toujours un market maker qui est là pour assurer la contrepartie et aussi assurer un spread assez réduit sur tous les instruments que vous allez négocier. Si vous regardez ici, vous voyez 4 carnets d'ordre. Ok, vous voyez le S&P 4 fois. Ok, mais ce sont 4 carnets d'ordre qui ne correspondent pas aux mêmes échéances. Vous avez ici mars 2025. Alors ça, c'est une capture écran que j'ai fait il y a quelques mois. Ici, vous avez décembre 2024. Ici, vous avez septembre 2024. Et ici, vous aviez juin 2024. Alors, ce n'est pas la date à laquelle j'ai pris les captures d'écran, mais c'est les contrats, les échéances de chaque contrat. Vous voyez, donc vous avez 4 échéances, okay, et vous voyez que ici, sur l'échéance donc la plus proche, eh bien, vous avez des propositions ici de vente sur chaque prix et des propositions d'achat sur les autres prix. Et au milieu, vous avez le prix du marché. Et donc, vous voyez que là, vous avez énormément d'acheteurs et de vendeurs. Quand vous passez à l'échéance suivante, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs et de vendeurs. Vous voyez, on a 1, 1, 2, 16, ici 1, 1, 3, 11, alors que sur l'échéance la plus courte, on était plutôt à du 80, 150, quasiment 200. Et si vous regardez sur l'échéance décembre 2024, vous voyez qu'il y a encore moins de contreparties. Il y a même parfois des trous où sur certains prix, vous n'avez ni acheteur ni vendeur. Et enfin, mars 2025, là, vous avez quasiment personne. Mais vous avez néanmoins toujours quelqu'un au plus près du prix du marché. Ce quelqu'un, ce sont les market makers. Donc, si vous voulez faire du long terme sur le S&P 500 et acheter sur une échéance qui arrive un an après, vous pouvez acheter le contrat le plus court et rouler votre position, mais ça vous coûtera de l'argent. Ça vous coûtera une commission, alors qu'ici, vous pouvez prendre une échéance beaucoup plus lointaine pour faire donc du long terme. Et sans market maker, vous ne pourriez pas passer d'ordre. C'est grâce aux market makers qui ont des contrats avec la bourse. Ici, on est sur le marché du CME, et donc le CME a conclu, donc paye des market makers, il y en a plusieurs, il les paye pour qu'ils garantissent qu'il y a toujours une contrepartie tout au long de la journée, même la nuit. Il y aura toujours une contrepartie avec un spread le plus serré possible, donc de 0 ou de 0,25 ou de 0,50 et pas un spread de 10. Okay.
Voilà le rôle des market makers. En termes de spécification du contrat, donc pour résumer, vous avez votre type de contrat standard, mini et micro. Vous avez la taille du contrat qui indique donc le nombre de lots que vous allez vouloir acheter ou vendre. Et enfin, l'échéance. Attention, les échéances ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez des échéances mensuelles, des échéances trimestrielles. Donc, il faut bien vous renseigner sur le contrat que vous allez négocier. Ok, ça c'était les spécificités des contrats. On continue dans les spécificités, ceci dit, avec notamment les marges. Alors, quelle marge vous allez traiter lorsque vous allez négocier? Alors, la marge, c'est quoi? La marge, c'est, vous savez, c'est le montant qu'on vous demande lorsque vous voulez acheter ou vendre un contrat futur. Okay, c'est le trading sur marge. On vous demande un montant de votre capital qu'on bloque et qu'on vous rend une fois la position clôturée. Cette marge, c'est la bourse qui décide de cette marge, et notamment de la marge overnight, qui correspond environ à 5% de la taille de la position, mais ça peut varier entre 3 et 14% de manière assez globale, parce que certains contrats sont plus volatiles que d'autres, donc ils sont plus risqués, ils vont donc demander une marge plus importante. Ensuite, vous avez le broker qui va, lui, décider en fonction de la gestion de son risque, la marge qu'il va appliquer la journée, ce qu'on appelle la marge intraday. La marge intraday, chaque broker a sa propre marge. Chez Self-Invest, nous, on prend une marge d'environ 1%, ce qui donc vous donne un effet de levier de 100. Mais la nuit, eh bien, on passe obligatoirement toujours, peu importe le courtier, la nuit, vous passez sur la marge overnight qui se rapproche donc d'environ 5%, qui est le montant demandé par la bourse. Ok. Donc, on passe de la marge intraday à la marge overnight à 21 h. Ça, c'est nous qui décidons. À 21 h, vous passez donc de la marge intraday à la marge overnight. Puis, vous passez de la marge overnight à la marge intraday à 8 h du matin. Okay, donc, il faut attendre 8 heures pour retrouver une marge plus faible. Autre point important, les appels de marge. Alors, l'appel de marge, c'est ce qu'il ne faut jamais avoir. Il ne faut jamais que ça arrive. Il faut toujours faire en sorte de ne pas se retrouver en appel de marge, parce que c'est un moment quand vous êtes en appel de marge, ça veut dire que vous avez trop perdu. Et donc, quand vous n'avez plus de marge disponible sur le compte, eh bien, il y a l'appel de marge qui se déclenche. Donc, c'est le broker qui décide de clôturer votre position. Si vous en avez plusieurs, on clôture la position la plus perdante, mais on peut clôturer plusieurs positions en fonction de notre gestion de risque. Lorsque vous n'avez plus de marge disponible, ça c'est pour vous protéger et pour vous éviter de vous retrouver en négatif. Car je rappelle que sur les futurs, ce n'est pas comme sur les CFD, vous n'êtes pas protégé de la même manière. Sur les CFD, vous ne devenez jamais débiteur de votre courtier, alors sur les futurs, vous pouvez devenir débiteur. Donc, vous pouvez devoir de l'argent à votre broker. Surtout à éviter. Et donc, quand on clôture votre position, évidemment, on vous redonne votre marge qu'on avait requise lorsque vous aviez votre position ouverte. Donc, si je vous donne un exemple d'appel de marge, vous avez un capital de départ de 5 000 $, vous achetez un lot mini Nasdaq qui vous prend une marge de 4 020 $. Donc, ça veut dire qu'il vous reste en disponible 980 $. Si vous perdez cette somme, il y a un appel de marge. Donc, on clôture votre position lorsque vous avez perdu les 980. Et donc, quand on clôture la position, on vous rend la marge initiale, donc qui est de 4020. Donc, si tout se passe bien et l'exécution se fait correctement, eh bien, quand vous avez un capital de 5000 et que vous ouvrez une position sur le mini Nasdaq, a priori, le maximum que vous pouvez perdre, théoriquement, c'est 980 et donc il vous restera après 4000 sur votre compte. Ceci dit, l'appel de marge, quand il se déclenche, vous coûte 50 € de frais. C'est vraiment quelque chose à éviter. Donc, voici les marges
que vous avez sur, sur 2 indices. Alors, vous voyez ici, vous avez le mini S&P 500 avec une marge intraday de 2 740 € et une marge overnight de 13 700. Ça veut dire que si vous voulez ouvrir une position en intraday sur le SP 500, il faut avoir au moins 2 740 sur son compte. Et si vous gardez votre position en overnight, eh bien, il faudrait que vous ayez au moins 13 700 sur le compte pour tenir votre position. Okay. La marge, évidemment, elle est différente selon que vous soyez en contrat mini ou en contrat micro. En micro, on prend 280 de marge et 1400 en overnight. Et pour le mini Nasdaq, c'est pareil, on prend 4020 en intraday et 20 000 en overnight. Et puis en micro, on prend seulement 420 en intraday et 2100 en overnight. Ça, c'est ce qui est indiqué sur notre site internet. Okay, j'ai fait une capture écran de notre site. Il faut faire attention parce que les marges que vous voyez, elles évoluent en fonction de l'évolution de l'instrument que vous négociez. Donc, c'est vraiment des montants à titre indicatif parce que au lieu de 4020, vous pourriez très bien, si le marché est haussier, être sur une marge à 4100 ou à 4200 parce qu'on ne va pas mettre tous les jours notre tableau à jour. Donc, voilà, c'est vraiment à titre indicatif. La marge étant abordée, nous allons passer maintenant au TIC. Qu'est-ce que le TIC? Alors, le TIC, c'est une unité de mesure qui correspond à la variation minimum de l'instrument négocié. Le TIC, il est unique. C'est-à-dire que le TIC, ce n'est pas le même si vous faites du pétrole, de l'or, de l'euro-dollar ou du DAX. Et c'est la bourse qui va décider dans son contrat standardisé du TIC et de la valeur du TIC. Alors, exemple. Vous avez, je reprends, mini S&P 500. Alors, le TIC, ça c'est à nouveau une capture écran dans notre site pour comprendre à quoi ça correspond. Le TIC sur le mini S&P 500, quand vous voyez 0,25, ça veut dire que un TIC égale 0,25 points. OK? Donc, c'est un quart de point. La valeur, elle est de 12,50 $, ce qui veut dire que un TIC égale 12,50 $. Donc, si vous multipliez 0,25 par 4, ça fait 1. Eh bien, ici, vous multipliez par 4, ça fait 50. Donc, ça veut dire que le TIC est à 12,50 et le point est à 50 $. Voilà comment il faut calculer. Et donc, vous voyez que sur, c'est la même chose sur le mini et sur le micro, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours la même valeur entre le mini et le micro. Pour le mini Nasdaq et le micro Nasdaq, c'est la même chose, sauf que vous voyez, la valeur est différente. Sur le mini Nasdaq, on n'est pas à 12,50 $, mais seulement à 5 $ et 50 centimes sur le micro. Donc ça, c'est standardisé. Que vous soyez chez nous ou ailleurs, ce sera toujours les mêmes conditions quand vous allez faire des futurs. Donc, si vous voyez un jour que vous avez un broker qui vous fait croire que vous êtes sur les futurs et qui vous propose un mini Nasdaq à, je sais pas, 1 $ le TIC, c'est que vous n'êtes pas sur les futurs. Regardez maintenant le gold. Le gold, vous avez 3 contrats. Vous avez un contrat plein au TIC 0,1 et 10 $ le TIC, ce qui veut dire que 1 point égale 100 $. Et sur le mini, vous êtes à 0,25 le TIC. Vous voyez? Comme le S&P 500. Donc 0,25, ça veut dire que vous êtes à 50 $ le point, comme pour le mini S&P 500. Et pour le micro, eh bien, vous êtes à 1 $ le TIC, soit 10 $ le point. Et enfin, vous voyez, même chose, ici, vous avez le contrat du pétrole, WTI. Eh bien, le WTI, vous voyez que le TIC, lui, il est à 0,01. Avec 10 $ le TIC, ça veut dire que vous êtes à 1000 $ le point. Sur le mini crude, vous êtes à 0,025 le TIC. Vous voyez, donc c'est vraiment des valeurs qui sont complètement différentes. C'est pour ça que c'est très important que vous regardiez bien
le contrat que vous allez négocier et la valeur du TIC pour déterminer votre money management notamment. Allez, petit exercice. Je vous réveille, préparez-vous à taper sur vos claviers. Et si vous regardez ça en replay, eh bien, mettez bien pause. J'achète un lot mini Nasdaq à 20 660 $. Le prix, donc je l'ai acheté, on va dire, ce matin ou hier. Et aujourd'hui, le Nasdaq cote 20 700. Quel est mon gain? Allez-y, je vous laisse répondre. J'ai acheté à 20 660, on est à 20 700. Autrement dit, j'ai fait plus 40 points. Quel est mon gain? C'est à vous, mesdames, messieurs. Allez, première réponse de Giorgio qui nous met 200. Qui dit mieux? On est sur le mini Nasdaq. Deuxième réponse, 300, 400, 600. Gérard, 200. Vous êtes beaucoup à mettre 200. Allez, soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'important, c'est de mettre ce que vous pensez et on va ensuite apprendre ensemble. Allez, je vous donne la réponse. Donc, on passe de 26 600 à 20 700. Donc, rappel, le TIC est à 0,25 points, soit 5 $ le TIC. Donc, le calcul est suivant. Vous faites 20 700 moins 20 660 que vous multipliez par 4, puis par 5. 4 parce que c'est pour avoir un point. Enfin, c'est pour avoir... oui, c'est ça, pour avoir un point. Parce que là, on va faire la différence en points. Donc, vous multipliez par 4 pour avoir la valeur du TIC. Et ensuite par 5, qui est la valeur du TIC. Donc, ça fait 40 fois 4 fois 5, ça fait 800 $. Donc, ça ne fait pas 200. Donc, quand vous gagnez 40 points, vous gagnez 800 $ sur le mini Nasdaq. Est-ce que c'est clair? Deuxième exercice. J'achète un lot gold, donc un lot plein. Ah, pardon, j'ai mis Nasdaq, mais un lot plein à 2620 $. Aujourd'hui, le gold cote 2670 $. Quel est mon gain actuel? Ah mince. Alors, je passe de 2620 à 2670. Quel est mon gain actuel? Patrick nous dit 5000. Alors, je vous rappelle que le gold, vous êtes à 100 $ le point. Ah, c'est bien, j'ai des réponses. Carlo, pardon, 3000. Xavier, 5000. Jacques, 5000. Allez, le résultat est le suivant. Donc, le TIC, c'est 0,10 points. 10 $ le TIC, donc 100 $ le point. On est à 50 points de gain que vous multipliez donc par 10 pour avoir le nombre de tics. Donc, ça fait 500 tics. Et donc, fois 10 pour avoir la valeur du TIC est 10 $. Donc, ça fait 500 tics fois 10 $ égale 5000 $. Bravo, vous avez globalement répondu juste. Passons maintenant à l'expiration. Les expirations, très important de savoir que faire pendant l'expiration. Vous avez trois options. Première option, vous allez ce qu'on appelle au règlement, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout de la transaction, enfin de l'échéance, et vous laissez le broker clôturer la position pour vous. Donc dès que ça arrive à échéance, eh bien, nous clôturons la position. Il n'y aura évidemment pas de règlement, enfin
dans le règlement, si vous faites par exemple du pétrole, il n'y aura pas de barils qui vont arriver chez vous parce que le broker, lui, s'assure qu'il n'y ait pas de livraison. Donc, il n'y a pas de livraison, c'est ce qu'on appelle du cash settlement, c'est-à-dire que toutes les positions futures sont cash. Okay, donc, il n'y a pas de livraison. Si un jour vous voulez vous faire livrer des lingots d'or, des barils de pétrole, du blé, du jus d'orange ou ce que vous voulez, ou du café, eh bien, vous ne pourrez pas le faire avec nous. Il faudra le faire auprès de, je sais pas, comment dire, directement de la place boursière, auprès d'une banque, mais je ne sais même pas si c'est vraiment possible pour un trader particulier. Bref, donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est la clôture de votre position. Vous clôturez la position vous-même avant d'arriver à échéance, ce que je vous conseille vraiment de faire. Et enfin, la troisième option, c'est de rouler votre position. Donc, ça veut dire quoi, rouler sa position? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous allez acheter, imaginez vous êtes à l'achat sur le SP500, échéance mars 2025, eh bien, vous allez acheter le S&P 500 échéance juin 2025 en même temps, et au moment où vous achetez la position échéance juin, vous clôturez la position échéance mars. C'est comme ça que vous roulez votre position. Okay. À quel moment il faut passer d'une échéance à une autre? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il faut passer d'une échéance à une autre? Est-ce qu'il faut faire le jour même, le jour de l'échéance? Est-ce qu'il faut le faire la veille? Est-ce qu'il faut le faire une semaine avant? À votre avis, à quel moment il faut passer d'une échéance à une autre? Giorgio nous dit la veille. Antoine nous dit le moins de volatilité possible. Quelques jours avant, Gérard. Alors, la réponse, parce qu'il y a une vraie réponse objective, c'est ce qu'on appelle l'open interest. C'est un concept qu'on va voir juste après. Mais sur chaque contrat, la bourse communique l'exposition qu'il y a sur ce contrat. Typiquement, elle dit voilà, en ce moment, il y a 3 millions de positions ouvertes. Okay. Demain, ils disent voilà, il y a 3,5 millions. Et puis en même temps, sur l'échéance d'après, vous n'avez que 500 000. Et à un moment, eh bien, l'exposition, donc ce qu'ils appellent l'open interest, il va être plus élevé sur l'échéance d'après. C'est à ce moment-là où on pourra dire, OK, la majorité des intervenants sont passés sur l'échéance d'après. Il n'y a que comme ça que vous pouvez savoir. OK. Concept que nous allons regarder juste après. Mais avant, parlons des volumes. Quand vous achetez un contrat futur, eh bien, le volume augmente de 1. Quand vous regardez le volume en tant qu'indicateur, eh bien, le volume, lui, il augmente de 1 quand vous achetez quelque chose. Quand vous vendez, c'est la même chose, il augmente de 1. Okay. Le volume va donc vous indiquer le niveau de prix où les traders sont intéressés, parce que vous allez voir une quantité de volume plus ou moins importante en fonction du prix. Ça va également, le volume va donc, comme je disais tout à l'heure, vous donner l'information de quand changer d'expiration. Okay. Ou le volume, est-ce que le volume est traité en majorité sur le contrat actuel ou sur le contrat d'après? Et ça va également vous donner le moment le plus liquide de la journée. Savoir globalement, est-ce que on est sur, si on a besoin de passer des ordres importants, c'est bien de choisir les moments les plus liquides. Ou en tout cas, si on veut faire du très court terme et qu'on va avoir le moins de slippage possible, ce qui nous concerne davantage, eh bien, on choisira donc les moments les plus liquides. Parce que si c'est plus liquide, ça veut dire qu'il y a une meilleure exécution, donc moins de slippage. Regardez ici. Ici, on voit donc un graphique du S&P 500 et vous voyez ici les volumes, donc juste en dessous. Les volumes donc varient, vous voyez qu'ils sont très bas
avant 14h30 et à 14h30, qui était le moment où il y a eu une annonce, eh bien, le volume a fortement augmenté. Donc, on a vu que à ce niveau de prix, il y a eu beaucoup de traders qui étaient intéressés pour acheter et vendre le S&P 500. Vous avez retrouvé ce même volume un petit peu plus tard, avec des niveaux encore supérieurs ici, donc qui indique qu'il y a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc le rollover, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous regardez par exemple le contrat de juin, vous voyez qu'il y a 1 500 000 contrats négociés. Et quand on passe à septembre, vous voyez qu'il y a 1 600 000 contrats échangés. Eh bien, c'est à ce moment-là où il faudra passer du contrat à l'autre. Vous pouvez le faire à un autre moment si vous préférez, mais c'est ce que je vous expliquais, le roulement de vos positions doit se faire à ce moment-là. C'est ce qui est conseillé. Donc, quand le volume est élevé, ce qui est intéressant également, pourquoi choisir les moments où c'est élevé? C'est parce que vous allez avoir un spread parfois de 0. Donc ça, c'est le premier intérêt. L'exécution sera évidemment bien plus qualitative, avec moins de slippage et surtout moins de gap. Parce que vous avez toujours des petits gaps de quelques ticks ou de 1 tick en intraday. Ce n'est pas que des gaps overnight ou overweek. Il y a toujours des petits gaps qui peuvent s'effectuer lorsque le marché est assez volatile. Et donc, si le volume il est élevé, il y aura beaucoup moins de gaps. Donc, à nouveau, moins de slippage. Également, on remarque que le volume peut confirmer un mouvement. Vous voyez ici, vous avez une résistance, vous voyez, qui a été dessinée. Le marché s'approche de ce niveau et vous voyez en bas que le marché a un volume relativement faible, ce qui pourrait nous faire penser que pour casser ce niveau de résistance, il faudrait qu'il y ait un peu de volume apporté. Et donc, on pourrait estimer, en regardant cette potentielle cassure, qu'elle ne va pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume qui sont, comment dire, qui accompagnent donc ce mouvement. Donc, s'il y a peu de volume qui accompagne ce mouvement, on pourrait, ça reste théorique, hein, parce que parfois ça peut le casser avec peu de volume, mais théoriquement, quand vous avez peu de volume qui accompagne un mouvement, c'est que ce mouvement ne va pas durer. Et vous voyez qu'après, ici, le mouvement, cette fois-ci, il a cassé et on voit qu'il y a beaucoup plus de volume, hein. Donc là, on peut estimer que cette fois, il y a une bataille qui se fait et a priori, la cassure devrait se confirmer. OK. Également, si on regarde un petit peu plus loin, vous voyez par exemple à ce niveau-là que vous avez un volume élevé, donc vous avez une cassure qui se valide. Alors évidemment, c'est à court terme parce que vous voyez qu'ensuite ça retrace, mais vous voyez que quand vous avez une cassure de ce niveau et que vous voyez le volume très élevé, eh bien, vous pouvez considérer que c'est une cassure qui est validée à court terme. Et que si vous prenez une position, si vous tradez sur les cassures, eh bien vous pouvez vous accompagner typiquement du volume, de l'indicateur de volume, parce qu'il aide vraiment dans votre prise de décision. En termes d'indicateurs techniques que vous avez sur la plateforme NanoTrader de Self-Invest, vous avez plusieurs choses. Vous avez évidemment donc le carnet d'ordre ici avec le volume profile, je l'ai pas noté, mais vous avez également le volume profile qui peut se mettre dans le carnet. Vous avez un indicateur qui s'appelle Volume Viewer qui vous permet en temps réel, vous verrez ça bouge en temps réel sur la plateforme, mais vous voyez le nombre de contrats qui sont exécutés au marché. Très important, le nombre de contrats en temps réel sur la dernière minute, et bien combien de contrats sont exécutés en temps réel au marché. Donc ça c'est le Volume Viewer. Vous avez le Volume Profile qui est donc le
profil de volume sur une journée de trading. Évidemment, l'indicateur de volume et l'indicateur de on-balance volume. Donc, on va continuer de développer chez Self-Invest de nouveaux indicateurs de volume. Également, on travaille pas mal sur le footprint notamment. Mais voilà, vous avez plusieurs indicateurs de volume si vous voulez vous accompagner votre stratégie par ces indications. Également, quand vous allez sur les sites des bourses, eh bien, vous pouvez accéder au volume. Donc ici, vous avez une capture écran du site du CME où vous avez le S&P 500 avec le volume et l'open interest, hein, c'est gratuit. Et donc, vous voyez chaque jour, vous voyez 3 avril, 4 avril, 5 avril, tous les jours, vous voyez le volume qui a été échangé sur cet histogramme en bleu foncé. Et en bleu ciel, vous avez ce qu'on appelle l'open interest. Ça, c'est ce qu'on va regarder juste après. Alors, l'open interest, c'est le nombre total de contrats détenus au marché, donc position ouverte en fin de journée. Donc, actuellement, vous avez X positions ouvertes sur le marché, ça vous donne l'open interest, donc le nombre de positions ouvertes. Alors, l'open interest est très intéressant parce que ça vous donne deux choses, ça vous donne un sentiment de marché et ça vous donne la force de la tendance. Si vous avez une tendance haussière et qu'il y a de plus en plus d'intervenants, eh bien ça veut dire que la tendance est forte. Si justement vous voyez qu'il y a plein d'intervenants qui se retirent, c'est-à-dire que la tendance peut-être est en train de s'affaiblir. Vous imaginez, ici vous avez la place boursière et vous avez des tas de contrats futurs qui sont négociés, qui sont échangés avec des tailles plus ou moins élevées. Eh bien, le cumul de tout ça, c'est l'open interest. Exemple, attention, je vais avoir un deuxième quiz pour vous. Donc ici, nous avons 3 investisseurs. On va faire un truc simple. Vous avez 3 investisseurs. Pas de position ouverte. Ils sont tous flat. Donc, il n'y a pas d'open interest. Enfin, l'open interest existe, mais il est à 0. Maintenant, si on passe à un contrat négocié, eh bien, l'open interest, il passe lui à 1. Okay. Si monsieur garde sa position ouverte et que madame ouvre 3 contrats, eh bien, vous avez 3 plus 1, 4 contrats ouverts, achat ou vente, hein, peu importe, eh bien, on a un open interest qui est cette fois-ci de 4. OK? Donc maintenant, on va deviner, selon vous, quel est l'open interest actuel? Monsieur a 1 contrat, madame a 3 contrats et monsieur avec la barbe, il a 4 contrats. Quel est l'open interest? 8. Bravo, l'open interest est bien de 8. OK? Maintenant, le monsieur a clôturé une position, il n'a plus de position ouverte. Quel est l'open interest maintenant? Bravo, il est bien de 7. Et dernier quiz, cette fois-ci, madame coupe certaines positions, l'open interest est maintenant de... Bravo, il est de 5. Donc, c'est aussi simple que cela. Alors, open interest versus volume. Alors, l'open interest, comme vous l'avez compris, il augmente quand les traders ouvrent des positions. Il baisse quand ils ferment des positions. Donc, ça réunit les positions ouvertes sur un contrat futur. Et donc, ça vous indique le flux d'argent qui entre et qui sort du marché. Le volume, quant à lui, il augmente quand un trade est ouvert ou fermé. Vous ouvrez une position, volume 1. Vous clôturez cette position, volume 2.
alors que l'open interest, ça fait 1 puis 0. Ça réunit donc toutes les transactions des contrats futurs. Ça réunit toutes les transactions d'un contrat futur. Donc, il y a une vraie différence à mettre entre l'open interest et le volume. C'est pourquoi il faut vraiment regarder les deux informations. OK, donc je vous montre à nouveau. Ici, vous voyez sur le contrat, cette fois-ci mini Nasdaq, volume le 10 mai, il est de 474 625, c'est-à-dire qu'il y a 474 625 contrats qui ont été négociés. L'open interest, donc des achats, ventes, peu importe. L'open interest, 241 735, ça veut dire que vous avez 241 735 contrats qui sont en position. Une personne, 10 personnes, 1000 personnes, 50 000 personnes, peu importe. Vous avez 240 000 contrats ouverts. Le 10 mai. Et ça varie. Demain, il y en a peut-être plus, peut-être moins. Mais c'est intéressant en tout cas de voir l'évolution. Et là, vous la voyez, l'évolution sur plusieurs semaines. Okay. Ici, pareil, vous voyez un volume d'1 million, l'open interest 2 millions, donc vous avez un open interest qui est très élevé sur le S&P 500 parce que vous avez beaucoup d'intervenants qui négocient sur le SP 500, beaucoup plus que le Nasdaq, beaucoup plus que le Dow Jones, beaucoup plus que le DAX. C'est un instrument qui est énormément négocié. Donc, pour résumer, vous allez avoir un open interest qui va suivre généralement la tendance. Okay. Plus l'open interest est élevé, enfin, plus la tendance est élevée, généralement plus l'open interest est élevé. Donc, il va vraiment suivre la tendance. Vous voyez ici, hein, les courbes, elles se suivent. Pourquoi? Parce que dès que vous avez une nouvelle position ouverte, par exemple à l'achat, eh bien, ça va augmenter donc l'open interest, donc ça va favoriser la tendance. Et donc, quand vous voyez que ça se retourne, vous voyez typiquement comme deux moyennes mobiles qui se croisent, eh bien, généralement, ça veut dire que la tendance, elle est en train de se retourner. Les traders perdent confiance en la tendance, ils se retirent du marché, donc l'open interest baisse. Et enfin, dernier point, plutôt on va dire anecdotique, c'est le commitment of traders. Donc c'est un rapport sur des positions ouvertes. C'est un peu comme l'open interest. Donc c'est le CFTC qui vous donne ça tous les vendredis et donc il va diviser par classe d'actifs et classe d'investisseurs. Donc ici vous avez les classes d'investisseurs, producers, swap dealer, managed money, asset manager, leverage, plusieurs types d'investisseurs qui vont vous indiquer dans quelle classe d'actifs ils sont positionnés. Donc, ça vous donne également un autre élément. Vous avez un rapport gratuit que vous pouvez télécharger tous les vendredis pour savoir où sont positionnés certains les investisseurs institutionnels. Voilà pour cette formation sur les futurs qui a duré 50 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, eh bien surtout n'hésitez pas à me solliciter maintenant et à me poser vos questions sur le chat. Si vous êtes néanmoins intéressé pour tester les futurs, vous avez la possibilité de créer un compte de démo. Donc là, vous êtes sur le site de WH Self Invest et vous cliquez sur compte de démo. Vous sélectionnez futur, vous mettez nom, prénom, on vous envoie un code qui va durer une semaine. Vous allez pouvoir tester une semaine les futurs. Petite nouveauté intéressante, c'est que vous pouvez négocier sur NanoTrader, mais vous pouvez maintenant négocier sur WH Self Invest Future, WH Self Invest Future, donc qui est maintenant en version bêta, donc c'est pas encore officiel, mais vous voyez que c'est en train d'être travaillé pour proposer les futurs sur TradingView. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les produits futurs, donc vous cliquez ici sur futurs et là vous avez plusieurs informations intéressantes.
notamment la première information qui vous donne les spécificités de chaque contrat, à quelle heure ça ouvre et ça ferme, quels sont les frais de bourse demandés par l'exchange, donc le CME, les marges, la taille du tick et la valeur du tick. Vous pouvez naviguer entre l'Eurex, l'Euronext, l'ICE, vous voyez, qui vous donne donc les différents instruments que vous pouvez négocier sur chaque bourse. Ensuite, vous pouvez vous abonner aux places boursières, donc soit en vous abonnant de manière indépendante à chaque place boursière. Vous avez également ce qu'on appelle des packs qui vous permettent d'avoir, si vous êtes un peu actif, notamment d'avoir le CME qui est gratuit, donc avec des graphiques avec un historique relativement faible, parce que c'est ça qui coûte de l'argent, c'est l'historique. Mais si vous faites 40 contrats par mois, bah, vous ne paierez pas le CME, on vous l'offre. Donc c'est hyper intéressant. Et puis vous avez une commission d'1,90 € qui est plus faible que notre commission par défaut, qui est de 2,20 €. Je vous rappelle par ailleurs qu'il y a une offre qui court jusqu'à la fin de l'année pour les personnes qui souhaitent se lancer sur un compte réel futur. Si vous ouvrez un compte avant le 31 janvier, on vous donne la commission d'1,90 € au lieu de 2,20 € ici quand vous choisissez un des 3 packs. OK. Et puis après, vous avez une spécificité de Self-Invest qui est les cotations tick par tick, c'est-à-dire qu'on vous offre avec notre fournisseur de prix CQG 100% de la cotation, ce qui paraît logique, mais vous avez énormément de courtiers, notamment Interactive Broker, qui vous donnent très peu qui vous donnent une petite part de la cotation des futurs. Et donc ici, quand vous regardez la cotation de Self-Invest par rapport à la cotation, je pense ici c'est d'Interactive Broker, et bien vous voyez que sur une seconde, ça c'est le nombre de ticks qui ont été proposés, offerts par le marché. Interactive Broker, lui, ne fait pas tick par tick, il fait 0,5 secondes. Donc il va proposer les 4 premiers ticks, rien entre les deux, et il va vous donner le dernier tick. Et ça, c'est un vrai problème parce que si vous êtes positionné au milieu, vous allez avoir du slippage. La bougie que vous allez voir, elle va parfois être différente. Et ça a un gros impact quand vous faites du trading à court terme, notamment du scalping, sur des instruments volatiles comme le Nasdaq ou comme le Dow Jones. Donc c'est très important de bien vous concentrer sur la qualité de votre flux de prix qui est le meilleur chez Self-Invest parce que vous ne pouvez pas faire mieux que du tick par tick. Voilà. Donc je vous laisse regarder donc ces différents éléments pour en savoir plus sur notre offre future. Et une fois que vous êtes connecté à votre compte futur, eh bien vous aurez la possibilité donc de passer des ordres sur le S&P 500 et sous plein d'autres instruments. Vous aurez simplement à cliquer sur ouvrir un graphique. Et là vous aurez donc cette fenêtre qui va s'afficher. Vous aurez, alors moi j'ai plusieurs choses, mais vous aurez que CQG. Et donc, vous verrez CME, donc vous avez plusieurs types de CME, vous avez l'Eurex, Euronext, ICE, et donc si vous faites par exemple Euronext, vous pouvez, vous voyez, négocier l'AEX, qui est l'indice hollandais, le CAC 40 évidemment. Dans l'Eurex, vous allez pouvoir trader le Bund, le DAX, l'Eurostoxx, le micro-DAX, le mini-DAX, le SMI, etc., etc. Évidemment, de la crypto. Vous pouvez négocier donc du Bitcoin et de l'Ethereum. Vous avez le pétrole, etc., etc. Enfin bref, tous les instruments que vous souhaitez négocier. En démo, il y a 15 minutes de retard. Voilà. Mais une fois que vous êtes en réel, évidemment, c'est du temps réel. Et ensuite, vous allez pouvoir donc afficher ici le carnet d'ordre que vous voyez là. Le carnet d'ordre du S&P 500. Vous voyez, avec les vendeurs ici, les acheteurs ici. Donc ça, c'est le carnet. Le prix, vous voyez, en surbrillance, qui est le prix du marché. Voilà.
pour rien de particulier, hein, si vous voulez parler du carnet d'ordre, il y a des vidéos spécifiques. Et ensuite, pour le passage d'ordre, c'est comme sur les CFD, ça marche de la même manière. Ici, on est sur le mini S&P 500 échéance mars. Donc, c'est l'échéance la plus proche qui se déroule donc le 3e vendredi du mois, donc du mois de mars. À ne pas confondre par exemple avec le CAC 40. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque produit a sa propre expiration et donc Euronext pour le CAC 40 a choisi d'avoir une expiration mensuelle. Donc vous voyez, janvier, février, mars, avril. Donc l'expiration, elle, se fait pareil le 3e vendredi de chaque mois. Allez, je réponds à vos questions. Je vois que vous en avez posé pas mal. Alors Didier, je voudrais négocier les futurs avec la plateforme Atas. Avec WHS, dois-je acheter un flux de data et puis-je trader tous les sous-jacents? Allez, je vais vous montrer ici les questions. Comme ça, vous pourrez le voir après sur le replay. Donc, je voudrais négocier les futurs. Vous pouvez négocier les futurs avec la plateforme Atas. On a plusieurs plateformes avec lesquelles on est compatible. Vous avez Atas, Sierra Chart, Volfix. Je ne sais plus où est-ce qu'on voit les différentes plateformes avec lesquelles on est compatible. Bref, donc selon la plateforme que vous sélectionnez, parfois la plateforme va vous demander de prendre son flux en plus. Donc pour Atas, je pense que ce n'est pas le cas. Vous avez juste besoin du flux de Self-Invest et ça suffit. Sur Sierra Chart, on vous demande, en plus de notre flux, de prendre le flux de Sierra Chart. Voilà Didier pour la réponse. Florent qui nous pose la question, combien coûte NanoTrader Full? Peut-on trader les CFD avec NanoTrader Full et peut-on trader Euro-Yen en futur et le Bitcoin futur? Alors, NanoTrader Full coûte 29 € par mois. Il y a néanmoins une version gratuite. Vous pouvez trader des futurs et aussi des CFD. Vous voyez, moi j'ai les deux comptes. J'ai le compte CFD et le compte futur. Vous pouvez trader de l'euro-yen, tout à fait. Vous pouvez trader également le Bitcoin en futur. Vous voyez, l'euro FX yen, il est ici. Expiration, vous voyez, trimestrielle. Vous pouvez également trader le Bitcoin. Vous voyez ici. Vous avez le Bitcoin daily et le micro Bitcoin, le micro Ether. Alors Gérard, oui, vous pourrez revoir cette vidéo, elle est évidemment enregistrée. Laurent, alors Laurent, je possède un compte CFD, est-ce qu'il est possible de passer en compte futur? La réponse est oui, vous pouvez passer sur un compte futur. Il faut pour cela ouvrir un nouveau compte, parce que c'est deux comptes vraiment différents. Donc, vous cliquez sur ouverture rapide d'un compte en ligne, vous sélectionnez bien futur et options. Le type de compte, si vous voulez un compte individuel. Le bureau, je vous conseille la France pour recevoir l'IFU. Devise de base en euros. Vous pouvez avoir une devise de base en dollars, mais pour cela, il faut prendre le Luxembourg et là, vous aurez dollars ou francs suisses. OK. Et voilà, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite, on peut transférer vos fonds du compte CFD vers le compte futur. Donc là, un transfert interne. Il faut que vous ayez au moins 2000 € de capital pour activer un compte futur. Ce qui répond donc à la question de Gérard, quel est le montant nécessaire pour ouvrir un compte? Nous, techniquement, on peut activer un compte à partir de 2000. On recommande néanmoins 5000 quand vous voulez trader des futurs, mais après, vous mettez le montant que vous souhaitez. Voilà, je crois que je n'ai pas d'autres questions a priori. Donc, je vous remercie pour votre participation, pour vos réponses, pour vos questions également. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt, à jeudi pour le webinaire du soir. Salut!